Ils nous ont tellement, quand je dis ils, c'est les réseaux sociaux, ils nous ont tellement dressés à l'appât du like et des followers, qui est peut-être le plus gros casse de tous les temps, parce que moi qui en ai, des followers, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que quand j'ai rêvé, je me souviens de commencer Instagram, de rêver d'avoir 10 000 followers, parce qu'à l'époque, c'était comme ça que tu pouvais mettre un lien dans les stories. Tu vois, c'était ça la gamification du truc, quoi. Et je suis arrivé à 10 000 followers, mais ça n'a rien changé dans ma vie. Je m'appelle Cookie Calcaire, c'est mon nom d'auteur. Je suis auteur de bande dessinée, c'est mon deuxième travail. Mon premier travail, c'est que je suis concepteur de jeux vidéo depuis à peu près 15 ans, un peu moins de 15 ans. Et effectivement, à côté, je fais de la bande dessinée depuis, pareil, bientôt 10-15 ans. Et mes sujets préférés, c'est des sujets de société, décoder un petit peu des challenges de notre société moderne, que ce soit sur la sexualité masculine ou sur l'éco-responsabilité ou dernièrement sur les jeux vidéo, l'éducation et les réseaux sociaux. C'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire un bouquin sur les réseaux sociaux avec ma petite sœur. Déjà qu'elle a 20 ans de moins que moi. Moi j'en ai 40 aujourd'hui, elle en a 20. Elle a connu les réseaux sociaux dès le départ, elle a grandi avec. Et c'était une jeune fille quand elle a commencé les réseaux sociaux. Donc on n'a pas du tout eu la même expérience, effectivement. Donc finalement, ce dont tu parles dans ta bande dessinée, j'ai l'impression que tu en as peut-être moins fait personnellement l'expérience que ta petite sœur, c'est-à-dire concentration perturbée, toxicité, baisse de l'estime de soi. Alors, baisse de l'estime de soi aussi, notamment pendant le Covid, j'ai eu une grosse période de mal-être et je voyais bien l'impact sur la vue que j'avais sur mon corps et sur la dysmorphophobie que je faisais sur mon propre corps. Et ça, c'était vachement dû à l'exposition que j'avais sur les réseaux sociaux et le modèle qu'on me donnait de c'est le Covid, tout le monde est enfermé chez soi et tous les mecs se sont mis à se faire pousser des six-packs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'avais l'impression d'être un gros nul à ce moment-là. Donc ça, cette mécanique-là, je la connais bien. Je connais bien aussi la mécanique de pression sociale, d'avoir le sentiment que je poste pas assez, que je fais pas assez, que j'ai pas assez de likes, que je performe pas assez. Comme tu dis, j'ai 46 000 followers. Ça a été un vrai parcours du combattant d'arriver jusque-là. Et la récompense était vraiment décevante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je bataille pour avoir un petit peu de reach, c'est jamais assez, je fais jamais assez de likes, je fais jamais assez de vues, alors que j'ai plein d'auteurs et d'autrices qui me disent « mais t'as déjà 46 000 followers, c'est fantastique ». Et tout. Donc cette mécanique-là un peu écrasante de rouleau compresseur, je la connais bien. Effectivement, ce que je n'ai pas connu, c'est le cyberbullying. Quand moi j'étais adolescent, je me faisais bully à l'ancienne, à l'école, à la mano. J'ai vécu du harcèlement à l'école, mais ça me suivait pas à la maison sur mon téléphone. Donc ça, c'était intéressant à explorer avec ma petite sœur. Et effectivement, en tant qu'encore une fois que comme si c'est hétéro, j'ai très peu les prédateurs sont pas après moi. Ok. Ouais, c'est sûr que on comprend bien dans ta bande dessinée que c'est plutôt quand même les traits jeunes filles aussi qui ont ce genre de problème. Et c'est vrai que l'accès des réseaux sociaux possible à partir de 13 ans, ça questionne notamment sur ce sujet-là. Oui, j'ai revu la commission qui a remis le rapport au président Macron sur des recommandations pour les réseaux, etc. Il recommande une majorité numérique à 15 ans. Puis moi, je me dis, mais à quoi, vous reculez de 2 ans, ça change pas grand-chose. 15 ans, ça me paraît toujours... on a une majorité aujourd'hui qui existe légale de 18 ans, qui est déjà discutable vu l'évolution de notre société moderne. Que 18 ans dans les années 60-70, c'est pas du tout 18 ans dans les années 2020, mais ça c'est une autre question. D'après moi, on devrait avoir une majorité numérique à 18 ans. C'est mettre beaucoup de responsabilités sur les épaules de nos enfants, de les laisser naviguer et gérer ça. Ils ont accès à tout et n'importe quoi sur les réseaux, le pire et le meilleur. Ils sont en danger à cause de énormément, comme tu dis, un sexisme énorme qui est reflet de notre société, mais qui est amplifié par les réseaux. Hein. Donc si tu es une femme aujourd'hui, les réseaux, c'est effectivement une source d'emmerde permanente, de la pédocriminalité constante.
encore une fois, reflet de notre société, mais galvanisé par les réseaux. Donc si tu es une jeune femme, et comme tu le dis, de plus en plus jeune, tu es en danger, pour moi c'est évident qu'on devrait faire des cas particuliers. Je ne suis pas pour aujourd'hui une interdiction des réseaux sociaux, par contre, je pense que comme dans plein de milieux de tech, incluant les jeux vidéo dans lesquels je travaille, on devrait faire des comptes mineurs. Et à partir du moment où j'ai un compte mineur, je n'ai pas accès au même contenu, j'ai pas les mêmes règles de communication, j'ai pas les mêmes. Ce qui pour moi est une évidence et aurait dû être une évidence il y a 20 ans quand ils ont commencé à designer les réseaux sociaux. Malheureusement, leur priorité était plus de voir comment ils allaient générer plus de publicité et d'engagement. Donc, finalement, moi l'impression que j'avais eue justement par rapport au personnage de ta sœur, qui est vraiment très présent dans cette bande dessinée, c'est que j'ai quand même l'impression qu'elle t'a amené à voir les réseaux sociaux sous un jour un petit peu plus positif. Ouais. Et après tout ce que tu viens de me raconter, est-ce que t'es quand même, et puis après avoir fait cette bande dessinée, mené des recherches, est-ce que tu es quand même un peu plus confiant en la capacité des enfants et des adolescents de gérer les réseaux sociaux, ou tu restes quand même assez pessimiste? Je pense que c'est... ça dépend de l'éducation, effectivement, ça dépend de ce qu'on leur apprend et ce qu'on leur donne comme conseil. Donc là, il y a du travail à faire de la part de la société, de la part des réseaux sociaux et de la part des parents. Je pense que de la même manière que moi, j'éduque mon fils pour qu'il soit street smart, c'est-à-dire qu'il sache se débrouiller dans la rue et vivre dans une ville et ne pas parler à des inconnus et gérer, et quand il voit une bagarre dans la rue, savoir quoi faire. Cette intelligence-là urbaine, c'est une intelligence que je veux lui aussi lui apprendre en termes numériques, qui n'est pas toujours le cas. Les parents que je rencontre dans mes ateliers, ils ont l'impression d'avoir fait ça déjà pour leur enfant, c'est-à-dire qu'il sait traverser au feu rouge, quand c'est vert, il sait traverser quand c'est vert, il sait ne pas parler à des inconnus, il sait rentrer à l'école tout seul, il sait ne pas perdre ses clés, etc., etc. Ils ont l'impression que ça s'est fait. Et ils ne se rendent pas compte qu'il y a exactement le même travail à faire sur Internet. Parce que là, on parle des réseaux, mais la réalité, c'est le sujet plus global, à mon avis, de la vie numérique de nos ados et d'Internet. Donc oui, c'est pas que j'ai pas confiance en eux, hein. C'est pas que j'ai pas confiance en l'intelligence, et on a des nouvelles générations qui sont ultra futées et qui savent s'auto-éduquer justement grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux, etc. Ça va super bien. J'ai pas confiance en nous, en les adultes, en les prédateurs qui les cherchent, en les scammers qui essayent de les avoir, en les autres qui essaient de faire du cyberbullying, etc., etc. Et c'est pas vrai qu'à 15 ans, tu penses que tu sais mieux que les autres. C'est ça l'adolescence, là, c'est que tu penses que tu es arrivé à un niveau où tu sais mieux que les autres. C'est pas le cas. Et tu as besoin encore des adultes pour te dire alors attends, ralentis un petit peu, c'est pas ça qui se passe, etc., etc. Donc j'ai confiance dans les adolescents pour mieux naviguer. Par contre, je trouve qu'on les aide pas du tout. Je pense qu'on les largue dans un espèce d'océan. La plupart des parents me disent soit moi je comprends pas, j'utilise pas les réseaux sociaux, donc c'est une boîte noire, donc je ne peux rien leur dire. Soit moi sur les réseaux ça va, mais oui, mais ok, mais Michel, t'es un mec de 50 ans sur les réseaux. Encore une fois, il y a personne qui vient te cyberharceler. Il y a aucun prédateur qui vient te cibler. Voire c'est toi le prédateur. Donc en fait, t'as pas du tout la même expérience que tes adolescents. Donc ça c'est difficile. C'est bien, la transition est toute faite, c'est génial, parce qu'en fait ce que j'ai noté à plusieurs reprises dans ta bande dessinée, c'est que tu transposes des situations problématiques qui se produisent sur les réseaux sociaux dans cette vie réelle. Par exemple, le passage sur la conférence de presse sur les tartines du matin, que j'ai trouvé très drôle, la comparaison entre le profil public et un appartement où n'importe qui peut rentrer. Ouais. Et puis ce côté aussi, effectivement, tout ce que tu viens de m'expliquer, on laisse pas ses enfants se promener la nuit dans une grande ville tout seul, et on les laisse quelque part faire un peu l'équivalent sur les réseaux sociaux et se débrouiller tout seul. Enfin voilà, sans qu'il y ait vraiment de protection, de limites, de barrières. Voilà. Et j'ai trouvé que cette façon de présenter les choses, elle était très parlante. Merci. Alors la comparaison avec dans la rue, elle n'est pas de moi, mais effectivement, c'est quelque chose que j'essaie de faire dans mes ateliers pour les parents. Donc je fais des ateliers dans les écoles pour sensibiliser les parents, soit sur les jeux vidéo, soit sur les réseaux sociaux, d'où viennent les livres.
c'est un peu mon approche avec eux, c'est de casser cette idée qu'ils n'y connaissent rien. C'est de casser cette idée que puisqu'ils ne jouent pas aux jeux vidéo, ils ne comprennent pas les jeux vidéo. Puisqu'ils ont 200 followers sur Instagram, ils ne comprennent pas les réseaux sociaux. Alors que, et je leur dis souvent, je commence mes ateliers comme ça, vous faites des trucs bien plus compliqués dans votre vie, vous payez des impôts. Déjà, vous faites des déclarations d'impôts, les gars. C'est extrêmement compliqué comme process. Même moi, j'ai encore des doutes chaque année quand je le fais. Tout le monde a des doutes. Tout le monde a des doutes. Vous êtes capable de gérer cette situation. Vous avez fait, ou vous allez faire, vous allez vous frapper des moments d'éducation bien plus compliqués. Vos enfants, après, vont vouloir fumer, boire de l'alcool, conduire. Ça va être des moments, tu vois, ils vont avoir une vie sexuelle. C'est des moments d'éducation de parents que vous allez devoir vous frapper. Les réseaux sociaux, c'est juste une brique. Si vous la ratez, c'est le chemin pour rater les suivantes. Et vraiment, je leur dis, si déjà vous cédez, vous dites, ah ben mon enfant, il lui faut un téléphone à 13 ans, il lui faut l'accès aux réseaux sociaux, parce que sinon, il se sent pas bien socialement avec ses copains, etc. Il va fumer à 14. À 15, il va boire de l'alcool. Parce qu'en fait, vous n'arriverez pas à changer ce discours-là pour rentrer dans la norme, parce qu'il faut que tu sois accepté, parce qu'on veut le moins de problèmes possible, parce qu'on veut moins de friction possible pour toi socialement, on va lâcher sur des trucs qui sont pas bons pour toi. Ouais, mais c'est mort, en fait. C'est que aujourd'hui, je ne rencontre pas de parents qui viennent à mes ateliers qui me disent que les réseaux sociaux sont bons. Tout le monde est d'accord sur ça a l'air chaud quand même, ça a l'air nuisible. Effectivement, tu as raison, je le raconte dans le livre, j'ai vraiment eu un souci, et c'est une vraie discussion que j'ai eue avec mon éditrice en commençant le bouquin en lui disant je suis désolé, j'arrive pas à trouver de points positifs, quoi. Les jeux vidéo, je pouvais, j'ai grandi avec, c'est mon métier, c'est une forme d'art, c'est reconnu, ça amène énormément de choses bonnes, voire même, c'était l'inverse, ça a mauvaise réputation, alors que on pense que c'est un univers très favorable pour le développement des enfants quand il est bien consommé, bien maîtrisé. Les réseaux sociaux, j'avais pas de bon argument, quoi. Ma sœur m'a quand même montré une autre forme du truc, les réseaux sociaux, avant tout, sont une plateforme. C'est des contenants. Le contenu peut être problématique. Le contenant, c'est comme Internet, quoi. C'est comme dire aujourd'hui Internet, c'est dangereux. Non, dans Internet, il y a des contenus qui sont dangereux. Et aujourd'hui, on est très mauvais à les identifier et à les séparer et à les mettre derrière des barrières. Pour les réseaux sociaux, c'est pareil. Il y a plein de trucs. Moi, j'adore. Je passe du temps, comme tout le monde, sur Insta, sur TikTok, sur les autres, à scroller, à voir des trucs marrants, à voir des trucs hyper intéressants. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je regarde les news. Moi, je regarde plus la télévision, donc s'il se passe quelque chose dans le monde, je suis au courant par les réseaux sociaux. Donc, c'est une source Et je suis le premier à te dire que si j'ai besoin de changer un robinet dans ma cuisine, c'est une vidéo YouTube qui va me l'apprendre. C'est pas... Moi, mon père, je peux pas l'appeler. J'ai pas d'autres personnes qui a cette connaissance-là. Aujourd'hui, c'est YouTube qui est mon principal éducateur là-dessus. Donc, je reconnais cette valeur-là. Et ça m'a permis de mettre un point là-dessus. Encore une fois, je suis pas pour l'interdiction des réseaux sociaux. Par contre, il faut une sacrée régulation. Et je leur dis dans le bouquin, la télévision a mis plus de 60 ans à faire cette régulation. La télévision, on a mis plus de 60 ans à se dire, peut-être que du contenu violent ou avec des nichons, on va le mettre plus tard le soir, quand les enfants sont couchés. Peut-être. Tu vois, mais on a mis 60 ans à se poser cette question-là. Avant, il n'y avait pas vraiment de règles, c'était bon, alors allez-y. Faut juste qu'on soit plus rapide que ça, quoi. On est déjà passé par là. Encore une fois, je le compare toujours à d'autres médiums. C'est un médium comme un autre, c'est comme la télévision, c'est comme la presse. Ils sont basés sur la publicité comme à peu près tous les médiums qu'on a eu par le passé. C'est pas nouveau. Ils en font plus. C'est plus agressif, mais c'est pas nouveau. Il suffit d'adapter les mêmes logiques, quoi. Alors, en fait, c'était exactement le point que je me suis gardé en conclusion. Donc, tu viens d'aborder vraiment ce que je m'étais gardé sous le coude pour aborder en dernier, avec la citation précise que tu m'as donnée. La télévision a mis plus de 60 ans à se conformer à des règles de sécurité. Ouais. Et ma question, c'était, est-ce qu'on peut se permettre de prendre autant de temps pour réguler les réseaux sociaux? Mais voilà, tu viens de me répondre tout à fait naturellement. Alors, oui, effectivement, non, parce que dans le cas des réseaux sociaux, il y a un cas plus grave, c'est que ça a un vrai impact sur le taux de dépression et le taux de suicide de nos adolescents. Donc ça, on ne peut pas laisser passer. On n'est pas complètement à la rue. L'Europe est un des
un des États qui se bouge le plus sur essayer de réguler les réseaux sociaux. Malheureusement, il y a beaucoup de pushback et de lobby. Encore une fois, la recommandation qui a été donnée à l'État d'une majorité à 15 ans, pour moi, c'est du pipeau complet. Enfin, je vois pas du tout le truc de c'était 13, mais on met 15, mais bon, alors voilà. J'imagine que derrière, il y a effectivement... c'est très compliqué d'un point de vue politique. Il faut savoir aussi que c'est des compagnies Meta, c'est des multinationales, des giga-corporations qui gèrent énormément de trucs, qui ont vachement de main dans des histoires politiques, donc c'est très compliqué. C'est pas comme effectivement réguler France 2 ou Canal+, où l'État peut dire hey, vous êtes sur mon pays, maintenant vous allez suivre mes règles. C'est d'un point de vue mondial. On n'a pas aujourd'hui de régulation mondiale, c'est pas l'ONU qui va se mêler de ça. Donc effectivement, on commence à voir des trucs de le Brésil qui commence à râler, l'Australie qui dit moi je vais couper les réseaux sociaux, l'Europe qui dit alors moi je vais faire ça. Alors, ça va prendre du temps, ça avance, c'est beaucoup trop tard. Encore une fois, il y a quand même une responsabilité qui est claire sur... Enfin, moi d'un point de vue designer et concepteur qui travaille dans la tech, j'accuse quand même les réseaux sociaux de ne pas avoir pris ça en compte dans leur design. Et il n'y a pas d'excuse pour ça. Et tous, aujourd'hui, ils reviennent sur le devant en disant « Non, mais alors on est désolé, je regrette d'avoir inventé Facebook, je regrette... » Et ils montent tous des startups qui, aujourd'hui, défendent les utilisateurs, human technology, etc. Et tu te dis « Mais quelle hypocrisie, quoi !» C'est les mêmes mecs qui ont inventé le truc qui disent aujourd'hui « Non, mais alors je suis désolé, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais me faire du fric en faisant une startup qui va te prévenir sur les réseaux sociaux. » Je pense que l'histoire les rattrapera à un moment, hein, mais ils ont une vraie responsabilité ratée et ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, leur point est de dire à l'époque, on ne savait pas. Je pense que c'est une excuse très feignante pour dire on n'a pas fait notre travail, quoi. On avait un autre objectif qui était faire de l'argent et maximiser les revenus. À un moment, on n'a pas. Et maintenant, on a des enfants. À l'époque, on n'avait pas d'enfants et maintenant, les enfants et maintenant, on regrette. Et tu vois, tu te dis non, c'est très, très mauvais comme défense. Mais c'est vrai que l'Europe, elle est quand même particulièrement, je trouve, active là-dessus. Je pense notamment à cet été, le fait que le programme de récompense TikTok Lite ait été stoppé, vraiment. Ouais. Enfin, déjà mis à l'arrêt quelques jours après sa sortie, voilà, arrêter la protection avec le règlement sur la protection des données des usagers. On sent, moi, en tant que citoyenne européenne, je me sens quand même un peu plus en sécurité dans ce domaine-là. Voilà, effectivement, on est très très en retard, hein, quoi qu'il arrive, mais on sent que ça vient, on sent qu'ils tiennent tête à ces géants. En tout cas, ils sont en train de s'y mettre, et voilà, je trouve ça plutôt rassurant. Je pense qu'il y a un parallèle hyper simple à faire avec le système de santé. Hein. Le système de santé en Europe a toujours été plus en avance, c'est une de nos fiertés, c'est une de nos qualités, et a dit non à des méga-corporations pharmaceutiques depuis des générations. Je pense que la prise de conscience, ou j'espère en tout cas qu'ils y voient un parallèle, mais c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une question de santé publique. Et les gérer, c'est une question de santé publique. Et tu as raison, l'Europe a toujours fait des efforts, même pour les jeux vidéo à l'époque, on en parlait déjà, sur les lootbox, sur les systèmes qui vont chercher plus des systèmes d'addiction. L'Europe a toujours dit non, la Belgique a fait interdire ça, il y a plein de pays qui ont dit non, vous enlevez ça de vos jeux, je ne veux pas savoir combien ça va coûter, vous vous débrouillez. Et nous, on a changé nos systèmes, aujourd'hui les lootbox c'est de plus en plus rare, donc ça a fonctionné, quoi. Et j'y crois vraiment pour les réseaux sociaux. Je pense qu'à un moment, c'est qu'une question de business et de chiffres pour eux, pour les réseaux. Il faut juste leur dire, bah non, vous ferez moins de business. Ah, alors on va changer de système. Eh bien, très bien, changer de système. Mais nous derrière, on a des adolescents qui vivent mal, et des adultes aussi. Hein. Je concentre vachement sur les adolescents parce que je pense que c'est la première ligne de danger. Mais la réalité, c'est que je connais personne aujourd'hui autour de moi qui a une relation saine avec les réseaux sociaux et qui n'en est pas victime. Du coup, c'est tragique, quoi. C'est vraiment un état de fait terrible. Alors, pour apporter de l'eau à ton moulin sur qu'est-ce que les réseaux sociaux ont pu apporter de positif, moi, ce que je voyais quand même, c'était globalement, ces dernières années, une libération de la parole sur un certain nombre de sujets jusqu'à présent assez tabous. Par exemple, la santé mentale, la parentalité, l'orientation sexuelle.
le sexisme, le racisme, voilà, tous ces sujets-là. J'ai l'impression que ça a vraiment permis quelque chose, quoi. Un moyen technique de prise de conscience collective qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, ou au contraire qu'il y en avait qui étaient normales alors que on pointait le doigt sur ceux qui en parlaient. Voilà, ça pour moi c'est vraiment. C'est sûr. Je pense que ça a réussi le pari de créer une forme de communication de communauté alternative qui n'était pas dépendante des médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut parler de féminisme, si on veut parler de lutte des droits, antiracisme, etc., les réseaux sont un moyen génial. Faut pas oublier que pour chaque sujet que tu viens de citer, tu as le même dans le côté obscur. Les réseaux sociaux sont là où se font la plupart des recrutements des groupuscules terroristes et extrémistes. Les réseaux sociaux sont là où les ultra-masculinistes font toute leur éducation. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est l'extrême droite, on l'a vu avec les élections, utilise à mort les réseaux sociaux. C'est là où maintenant ils font, puisque à la télévision on les invite de moins en moins, dépendamment des médias, mais tu vois ce que je veux dire, ils sont pas les bienvenus. Ils ont trouvé sur les réseaux sociaux, donc c'est très difficile pour moi à balancer ça. C'est encore une fois, sur le papier, c'est une opportunité géniale, et en termes de texte, c'est fantastique. Mais encore une fois, comme Internet l'a été, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec Internet. J'ai été un utilisateur de 4chan au début de 4chan quand ça a été créé. Je ne suis plus un utilisateur de 4chan parce que c'est devenu ultra de droite et ultra fasciste. Enfin, tu vois, tout a amené comme ça. Donc, je pense qu'il faut... Tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, mais par contre, il faut être conscient que les deux existent tout le temps et que c'est problématique quand tu balances ton adolescent dedans. Un des exemples que j'ai, moi, aujourd'hui, puisque mon petit garçon a 8 ans aujourd'hui, 9 ans, par exemple, il consomme YouTube Kids. Eh ben, même si je ne suis pas à mort content du produit, et il y a plein de trucs à rediscuter sur... en gros, j'ai deux choix. Il regarde soit des influenceurs enfants, ça me met mal à l'aise, des gamins de 6 ans qui jouent aux jeux vidéo et qui sont chez eux et qui streament, ça me met mal à l'aise. Soit il regarde des adultes qui font du contenu pour les enfants, ce qui me met encore plus mal à l'aise. Mais bon, bref, passer ça, c'est quand même une plateforme où il est à peu près safe, où quelqu'un a vérifié chaque pièce de contenu et a dit « Ok, c'est bon. Tu peux aller sur YouTube Kids. Ok, c'est bon. » Il n'y a pas de système de communication, il ne peut pas être dans des commentaires. Et grâce à ça, je l'ai quand même protégé d'un immense océan de merde qu'est YouTube. Tu vois, donc, et c'est aussi simple que ça. Et je pense que, et plein de gens m'ont dit oui, mais c'est un problème de business. T'imagines si Insta faisait ça, etc. Mais je pense que YouTube, ils ont récupéré une part de marché avec ça. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu une part de marché qui était, il y a une partie des parents qui disaient non mais moi je mets plus mes enfants sur YouTube. Ils commencent une vidéo, ils regardent Peppa Pig et puis ils finissent, ils sont en train de regarder un truc sur les pyramides égyptiennes et les aliens, tu vois, c'est pas possible. Je peux pas. Donc ils ont perdu une audience qu'ils ont récupérée avec YouTube Kids et je pense que c'est la marche à suivre. Moi, ce que je voyais, en fait, la balance que tu as fait par rapport à ce que je disais sur ces contenus, voilà, cette libération de la parole, tu m'as dit en réponse, mais oui, ok, mais en fait, ça a aussi libéré, disons, le côté sombre, la parole du côté sombre. Voilà. Moi, le paradoxe que j'avais vu par rapport à ça, c'était de dire, mais Instagram, par exemple, c'est aussi un lieu où on gomme tout ce qui est ennuyeux, banal, normal, je dirais la laideur du quotidien, quelque part. Et à contrario, on a eu des trucs, voilà, des personnes qui ont pris la parole sur des sujets très intimes et très militants, et en même temps, je dirais que moi j'ai l'impression que la majorité, au contraire, elle est sur du lissage, de l'embellissement. Tu parles beaucoup des filtres. Et c'est vrai qu'en se confrontant à ça, quand on est en pleine phase de construction, et de voir qu'en fait, chez les autres, tout est beau, tout est magique, tout est toujours parfait. Voilà, on se doute bien que ça peut pas être très positif, quoi. Non, ceci dit, ça c'est vraiment pas nouveau, quoi. Si tu repenses à la télévision ou au cinéma, ça a toujours été le cas. Les magazines, à l'époque de la presse papier, à l'époque même de la radio, il y avait pas... il y avait personne qui bégayait à la radio. Tu vois ce que je veux dire, il y avait que des personnes qui parlaient extrêmement bien avec tu vois, ça mettait des complexes à tout le monde. C'est fou quand ils pensent
que la radio à l'époque, début du siècle, foutait des complexes à des gens sur la manière de parler, le vocabulaire, etc. Donc je pense que le divertissement a toujours fait ça, gommer effectivement peut-être que la barrière qui a diminué avec les réseaux sociaux, c'est que tout d'un coup c'est mon voisin qui est à la télé, ou c'est ma petite sœur qui elle tout d'un coup apparaît parfaite à la télé, etc. Alors que moi je lui ai parlé il y a 5 minutes et puis en fait elle est en peine de cœur ou elle va pas bien, quoi. Je pense qu'effectivement c'est une question d'éducation au sens global, hein, de société, de dire c'est faux. Il faut qu'on éduque tout le monde sur c'est aussi faux que la télé, c'est aussi faux que le porno, c'est aussi faux, c'est ce que vous voyez sur les réseaux, c'est faux. Même moi, ce que quand je partage une vidéo de moi qui dessine, etc., j'ai pris le temps d'installer mon truc. C'est pas comme ça que je dessine, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Et j'ai peut-être changé de t-shirt parce que j'avais pas un bon t-shirt. Tu vois ce que je veux dire ? Faut... Et ça, c'est difficile quand tu ne l'as pas expérimenté. Quand toi, tu t'es pas. Moi, aujourd'hui, je regarde les réseaux complètement différemment. Quand je vois une story, notamment de gens qui soit font du sport, soit voyagent, etc., je vois le tournage. Et je me dis, ah oui, vraiment, donc toi, tu étais sur la plage, tu as été remettre ton téléphone là-bas pour refaire le truc, pour aller recourir dans l'autre sens, pour que ton mec, c'est chiant. Et mon fils, on a voyagé il n'y a pas longtemps, là, on a fait un grand voyage en Asie, on a été témoin de plein de moments comme ça, et je lui ai fait regarder, et je lui ai fait noter le truc de, t'as vu ? Elle s'est arrêtée. Elle a donné son téléphone à son mec. Son mec, ça fait 8 fois qu'il fait le truc, ça fait 8 fois qu'elle a refait la chorégraphie. T'as vu, eux, ils se sont arrêtés de courir. Ils ont posé le téléphone là, ils ont recouru au bout de la rue et lui montrer l'absurdité parfois des situations, quoi. Elle avait l'air bien, votre course. Vous aviez l'air bien en train de courir là. Fallait vraiment vous arrêter pour remettre le téléphone, pour l'impact sur votre cardio est nul. Et lui apprendre, non mais en fait il y a des moments où t'es dans le moment présent, puis c'est pas grave, tu vas pas poster, et puis c'est pas grave, quoi. Voir, je suis dans ma réflexion en ce moment puisqu'il va y venir, hein, il a 9 ans, 12, 13, 14, 15 ans, je pense qu'il aura envie à un moment d'être sur les réseaux. Je réfléchis moi-même à quitter un moment pour l'accompagner là-dedans. Pour ne pas être moi en train de surutiliser les réseaux et lui dire attends, papa doit poster parce que papa a besoin de plus de followers, parce que papa vend des livres, tu vois, et de me dire moi aussi il faut que je fasse une décroissance de ça, parce que je peux pas être dans la même maison que lui à passer mon temps à dire attendez, on fait une photo les enfants parce qu'il faut que je poste parce que ça va être cool, la glace au parc, machin, et lui dire non mais par contre toi tu peux pas le faire parce que toi c'est mauvais pour ta santé, moi c'est mauvais je le dis dans le livre, hein, moi c'est mauvais pour ma santé mais j'ai plus de parents pour me faire chier. Et cette contradiction-là, qui est aujourd'hui quelque chose qui est nouveau pour moi en tant que parent, mais que j'essaie d'adapter à la cigarette, l'alcool. Tu vois, j'ai arrêté de boire devant mon enfant, même de la bière. Ça me paraît maintenant absurde de boire une bière devant mon fils et de me dire dans quelques années, je vais dire de la bière, mais ça va pas, non ? Tu sais ce que ça fait à ton corps, tu sais ce que ça fait. Et d'arrêter de normaliser ces trucs-là. Et que si je veux boire une bière, c'est un truc d'adulte, je vais le faire en dehors et de manière responsable en étant conscient qu'effectivement, quelque part, je me fais un peu du mal, quoi. Mais c'est pas grave. Et si je mange très gras... Mais tu vois, j'essaie de conscientiser ces trucs-là pour me dire ce que je lui montre, c'est que je fais gaffe. Je fais gaffe à combien de temps je passe sur les réseaux, je fais gaffe à combien de temps j'essaie de pas trop poster, j'essaie de pas trop gâcher des moments où je suis bien, où je suis dans le moment. Et j'essaye de ne pas interrompre ça par ah non, attendez, il faut que je me filme parce que truc. Et ça, c'est difficile, mais c'est un vrai travail et j'espère que ça l'aidera, hein, mais c'est un vrai travail, à mon avis, qui est. C'est ça que j'ai l'impression que les parents, quand je reçois des parents en atelier, j'ai l'impression qu'ils font ça les premières années de la vie de leur enfant. Ils font très très gaffe. C'est-à-dire, surtout quand ils sont bébés et tout, les gens sont, tu vois. On fait beaucoup plus gaffe à est-ce qu'on mange des légumes, on a mangé de la compote, ah, c'est super, on mange des fruits, pas trop de viande, on a bien choisi le poisson, on choisit bien les livres, les livres ils sont bien, c'est un livre qui fait un bon éveil, il fait des puzzles, etc. Puis 3, 4, 5, puis 6, 7, puis tout d'un coup on récupère un peu de liberté, et puis on est là, oui, voilà, c'est pas grave, on va commencer. Et je récupère des parents qui sont parents d'adolescents. Donc je suis pas encore parent d'adolescent, mais je me reconnais pas dans cette parentalité-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une espèce de gap
on dirait que là, entre les 8-9 ans, où moi, mon fils, c'est mon petit chéri d'amour et il me dit je t'aime toutes les 5 minutes, etc., à des parents d'adolescents de 13, 14, 15 ans qui me disent ouais, c'est un petit con, il est vraiment stupide, il fait rien de la journée, il est sur son téléphone, c'est vraiment une feignasse et tout. Et moi, je me dis ah ouais, donc il y a vraiment un moment où il y a eu un gap complet en tant que parent et en tant qu'adulte, où il y a eu un fossé générationnel qui s'est creusé, et puis je le sais, hein, c'est ça qui se passe en général. Et je pense qu'effectivement, c'est un manque aussi de travail des parents. C'est qu'à un moment, ils ont arrêté de s'intéresser à ce qu'ils faisaient. Ils ont arrêté. Moi, les darons qui viennent à mes ateliers, qui me disent Twitch, je comprends pas. Sérieux, tu regardes des gens jouer aux jeux vidéo alors que toi, tu joues pas. Je dis mais le football. Toi, tu regardes le foot. C'est quand la dernière fois que tu allais jouer au foot, Michel Pour ça, tu regardes des mecs qui sont payés des millions à euros. Ça n'a rien à voir. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et leur remettre ce miroir-là de dire vous faites pas mieux ou vous faites pire, donc vous pouvez pas commencer à vous plaindre de fixer déjà votre attitude à vous et après on verra pour vos enfants. Ça c'est très difficile, mais c'est à mon avis un truc essentiel pour les parents. Il faut qu'on les aide avec plus d'outils, plus de mesures. Tu vois, le contrôle parental, ça a été une super invention. Ça devrait être expliqué dans tous les lycées, dans tous les collèges. Il devrait y avoir une formation pour les parents de leur dire comment on contrôle le contrôle parental de ta console, ton laptop, ton téléphone. Et on y va. Tu vois, ça, je comprends. Tout ce que tu présentes comme solution, parce que ta BD, elle est structurée en 2 parties pour chaque chapitre, les constats, les chiffres, et puis des fiches pratiques, des solutions. Moi, j'en ai vu aucune qui n'était pas applicable à la fois par les ados et par les parents. C'est-à-dire que moi, en lisant ta BD, je me suis dit, mais c'est un livre. Je me suis dit, alors, c'est une BD pour les ados ou pour les parents? Je me dis, en fait, c'est exactement pour les deux. C'est-à-dire que tout ce que tu proposes comme solution pour reprendre le contrôle sur le temps qu'on passe, pour se désabonner des comptes qui ne nous font pas du bien. Tout ça, c'est quand tu parles de montrer l'exemple, mais appliquons déjà tout ça, nous aussi. C'est vrai qu'en l'écrivant, j'ai vu ça. En l'écrivant, j'ai vu le truc de est-ce que vraiment ça s'applique pas à tout le monde finalement? J'espère que ça va avoir aussi cet effet-là. Encore une fois, la priorité, c'est les ados. Encore une fois, la priorité, c'est nos ados et c'est là où il faut qu'on attaque que toi ou moi, on passe 1 heure de trop par jour sur les réseaux et que ça nous donne un peu de déprime, on est moins à risque. Honnêtement, sur le développement personnel de nos ados, ça peut être tragique, ça peut être traumatisant et ça peut être fatal. Et du coup, je pense que j'ai gardé cette priorité-là parce que j'espère que ce livre-là va se retrouver dans les bonnes mains et que tout ce travail-là, si ça peut permettre à un adolescent ou une adolescente de se sentir un peu mieux et d'être un peu mieux protégé, ça aura valu le coup, tu vois. Mais oui, c'est sûr, les leçons qu'on donne, les leçons que je donne dans le livre sont valables pour tout le monde. Le gros frein, c'est la perte de liberté, quoi. C'est la restriction, c'est le sacrifice. Et ça, c'est comme toujours, quoi. C'est comme devenir végétarien ou comme arrêter de boire ou de fumer, quoi. Tu vois, c'est le sacrifice du plaisir. Et ça, c'est difficile parce que humainement, c'est quelque chose qui nous demande beaucoup parce que déjà on travaille dur, on passe beaucoup de temps à faire. En tant que parent, on fait beaucoup de sacrifices sur notre temps, on fait pas souvent ce qu'on veut. Tu vois, dans ta vie de parent, dans ton temps de parent, il n'y a pas beaucoup d'heures de la journée où tu es en train de faire ce que tu voulais. Et là, je suis en train de te dire dans un livre, alors ça serait bien que le peu que tu as là, quand tu es devant ton écran et que tu regardes les trucs qui te font plaisir, tu l'enlèves aussi, parce que ça non plus, c'était pas bien. Et ça, c'est difficile. Mais je comprends. Mais c'est vrai que, pour le coup, ça m'amène à une idée, ce que tu viens de dire, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de parents qui prennent plaisir, parce qu'ils sont fiers, à publier des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. On sait que c'est problématique. Ça a été montré. Il y a une loi, tu en parles à la fin de ta BD dans les références, qui s'est mis à légiférer ça. Et pourtant, dès qu'on en parle, on a l'impression que mais t'exagères, voilà. Alors que en fait, c'est vraiment problématique. Ouais. Oui, et puis alors d'une part effectivement pour le respect de la vie privée et numérique de nos enfants, hein, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai mis en scène mon fils sur mon compte Insta d'auteur. Je ne sais toujours pas si c'était une bonne idée, quoi. Alors que
Alors que c'était des super bons trucs. On a fait, pour la petite histoire, j'ai lancé à un moment un truc de critique de livres pour enfants fait par des enfants. En fait, en tant que parent, j'en avais marre d'acheter des livres pour enfants que des adultes me recommandaient. Et puis en fait, je les lisais avec mon fils et mon fils me disait c'est nul. Et c'était recommandé par des adultes parce que le sujet ou machin, mais des enfants n'aimaient pas ça, quoi. Je me disais, on va faire l'inverse. Moi, je veux voir une chaîne où j'ai des enfants qui me recommandent leurs livres préférés et puis je vois, quoi. J'ai fait quelques épisodes avec mon fils où effectivement il explique pourquoi il aime ces livres-là et tout. Ça a super bien marché. On recevait en plus des messages de parents et d'enfants qui nous remerciaient, quoi, tu vois, qui échangeaient. Mais j'ai senti hyper vite, le truc problématique de devoir dire à mon fils tous les dimanches, on refait une petite vidéo, allez, c'est l'heure du tournage, on va monétiser un petit peu. Tu vois, cette mécanique-là me gênait, de dire à mon fils, je vais t'utiliser pour générer du contenu sur les réseaux. Et je le raconte dans justement le livre, la vraie anecdote, où la première fois que je poste la vidéo, et je reviens, et je lui dis, on a déjà eu 8000 personnes qui ont regardé la vidéo. Et il me dit, mais c'est qui les 8000 personnes? Ben, je sais pas. Mais est-ce que mes copains à l'école, ils l'ont vu? Ah non. Et la famille, ils l'ont vu? Les grands-parents, ils l'ont vu? Ah non. Et donc, c'est qui les 8000 personnes? Ben, des gens qu'on connaît pas. Et il me dit, mais pourquoi on a fait ça alors? Et je me suis dit, ah oui. Pourquoi on a fait ça? Alors... ça n'avait pas de sens pour lui, et au final, est-ce que ça en avait vraiment? Et la deuxième raison, donc c'était le rythme. Tu vois, j'aimais pas instrumentaliser mon enfant, c'est ça que je cherchais. Et d'ailleurs, tu le vois aujourd'hui sur tous les... Il y a vachement de scandales sur les chaînes YouTube d'enfants stars, comme il y a eu avec les enfants stars du cinéma. Tu découvres que les parents, en fait, ils avaient mis une routine, que c'était compliqué, que des fois les gamins ils voulaient juste aller au parc, et qu'on leur disait non, tu restes à la maison, on fait une vidéo rigolote où tu manges du pudding. Et tu vois, c'est compliqué. Et il y avait ensuite où est-ce que va ce contenu, quoi. Et effectivement, j'étais mal à l'aise de me dire à la fois mon fils, est-ce que j'ai vraiment son consentement dans 15 ans de voir ces vidéos-là postées, et à la fois où est-ce qu'elles vont et par qui elles sont utilisées, quoi. Donc oui, je pense que il y a une éducation aussi à la pudeur et à l'humilité qui est difficile. Ils nous ont tellement, quand je dis ils, c'est les réseaux sociaux, ils nous ont tellement dressés à l'appât du like et des followers, qui est peut-être le plus gros casse de tous les temps, parce que moi qui en ai des followers, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que quand j'ai rêvé, je me souviens de commencer Instagram, de rêver d'avoir 10 000 followers, parce qu'à l'époque c'était comme ça que tu pouvais mettre un lien dans les stories. Tu vois, c'était ça la gamification du truc, quoi. Et je suis arrivé à 10 000 followers, mais ça n'a rien changé dans ma vie, quoi. J'avais juste plus de gens qui m'écrivaient pour me poser la question de où est-ce que je peux acheter des livres, et puis je leur disais, la Fnac, foutez-moi la paix, allez acheter des livres dans les librairies, je suis arrivé à 45 000, ça n'a eu aucun impact. Je vends pas plus de livres, c'est ça qui est terrible. À la limite, tu pourrais te dire, au moins, Cookie Calca, il se fait du fric, il vend plus de livres. Pas du tout. Je vends moins de livres depuis ces dernières années qu'il y a quelques années, parce que le milieu de l'édition va mal et que les gens achètent moins de livres. Donc j'ai plus de followers, plus de likes, mais je les mange pas, les likes. C'est pas comestible. Puis je suis désolé, mais à date, on fait pas de l'argent avec, quoi. C'est même pas YouTube. Je suis pas payé à la vue ou au like. Donc c'est le plus gros mensonge de l'histoire de la tech, c'est qu'on s'est convaincu que notre valeur pouvait correspondre à notre nombre de likes et notre nombre de followers. Alors que ça n'a aucune incidence. Ouais, alors ça pour le coup, ça m'amène à un autre point qui est que le passage où tu montres ta sœur qui se lève le matin, ouais. Elle démarre avec un score d'estime de soi à 100, et puis la première chose qu'elle fait, c'est d'aller voir les influenceurs, elle se connecte sur Instagram. Et voilà, elle se compare. Elle vient de se lever, elle n'est pas dans son meilleur état, et elle voit que des gens à la morning routine parfaite. Tout de suite, ça fait baisser. Après, elle poste une photo, elle reçoit pas beaucoup de likes, pof, ça fait encore baisser. Et par extension, ça m'a fait penser à cet épisode de Black Mirror qui s'appelle Chute libre, où en fait, on se fait de la notation tous, comme si on était amenés à se noter les uns les autres, avec cette comparaison constante à lui il a 4,5, moi j'ai 4,2, qu'est-ce que je fais, voilà. Et en fait on sent qu'il sourit mais c'est très factice, enfin voilà, on est encore dans ce côté mise en scène, comparaison,
Voilà, et presque c'est une transposition dans le réel, enfin en tout cas dans un épisode de série, de ce que ça donne de se balader sur les réseaux sociaux. Et on se dit, mais mince, comment on a fait pour mettre le doigt dans cet engrenage et croire que notre valeur, elle dépendait de ça, en fait. Ouais. Je pense pas que ce soit eux qui l'aient inventé, honnêtement. Je pense que malheureusement, c'est les systèmes de notation sont venus le siècle dernier et ont abîmé pas mal de systèmes. Hein. Ça a commencé avec l'école, ça a ensuite gangréné le milieu du travail, les systèmes de promotion. C'est extrêmement capitaliste comme système. Les réseaux sociaux l'ont juste transposé à notre vie sociale. Donc leur crime, c'est ça, c'est de transposer un système de notation. Aujourd'hui, si tu vois en Chine le social score qu'ils utilisent, c'est la transposition de ça. Ça a, encore une fois, plein d'aspects positifs. Hein. Moi, j'ai énormément étudié ces systèmes-là. Ça permet de réguler énormément de choses. Ça fait tomber le niveau de fraude, de corruption. Le taux de triche aux examens, tout baisse. Parce que tu as un système qui te permet de réguler ça. Mais évidemment, ça ouvre la porte à d'autres utilisations. Donc, c'est très compliqué. Je pense qu'à un moment, il faut, et c'est peut-être une responsabilité qu'on a, nous, influenceurs, de faire tomber le masque un peu sur finalement, ça sert à rien. Finalement, avoir 100 000, 200 000. Moi, j'ai des amis, j'ai des connaissances qui ont 700 000 abonnés. C'est un problème pour eux. Leur vie est plus problématique parce qu'ils ont réussi à avoir des comptes à 700 000 abonnés, parce que c'est de la gestion, parce qu'ils ont dû engager les gens. Donc oui, il y a des places. Mais c'est un peu le truc de la célébrité, quoi. Tu deviens célèbre. J'espère pour toi pour quelque chose, parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que tu peux devenir célèbre pour rien. Tu vois, pour rien, tu vois, tu fais pas de musique, tu t'écris rien, donc en plus c'est creux. Et après, tu dois gérer ça. Et c'est la conférence de presse, quoi. Moi, j'ai été personne publique pour des compagnies, donc j'ai fait des conférences de presse, des machins. C'est un métier, quoi. C'est une responsabilité. C'est quelque chose que normalement tu signes avant, parce que ça a un impact sur, encore une fois, ton estime de soi, ta vie privée, etc., etc. Tu signes pour dire, ok, maintenant je vais être cuisiné sous les feux des projecteurs pendant X temps, et effectivement, ce que je vais manger le matin, ça va être discuté publiquement. Ok, je signe. Plus quelque chose qui existe sur les réseaux. Aujourd'hui, on te dit, ça serait bien que les gens s'inquiètent de ce que tu manges le matin. Alors, merci, mais merci, mais non, merci, ça va. Et ce que tu dis, je trouve qu'il y a quand même un mouvement, je le remarque plus parmi les youtubeurs, de prise de recul par rapport à ça. Certains qui ont pris la parole sur le fait qu'ils avaient eu des burn-out. Voilà. Là, il y a Inoxtag récemment qui a sorti un documentaire qui s'appelle Kaizen. Voilà, et en fait sa conclusion c'est non, mais en fait là maintenant je vis dans l'instant présent, je suis plus en train de me dire non mais il faut que je poste une vidéo, voilà, et je suis dans la déconnexion sans portable, et franchement lâchez vos écrans, essayez, venez essayer, voilà, c'est le message que j'ai retenu, et c'est bien ce que tu m'expliques en fait. Je pense que c'est des vagues, hein, malheureusement ou heureusement, c'est une qualité humaine qu'on apprend par l'erreur, et on a toujours des vagues dans tous les sujets, hein, que ce soit la consommation, l'écologie, tout ce que tu veux. C'est une vague d'excès qui donne naissance à une génération qui va être dans le sacrifice et le minimalisme, qui va donner une autre génération qui va dire vous êtes fait chier, vous vous sacrifiez, moi je vais profiter de la vie, et tu vois, et en fait on y va comme ça. Je pense que les réseaux vont aller dans le même schéma. Ce qui est frustrant, c'est la fréquence des vagues, et tu as envie quand même que ça aille un peu plus vite. Je pense qu'effectivement, il y a une nouvelle génération qui est moins accro et qui est moins dépendant des réseaux, puisqu'ils se sont déjà cassés les dents très jeunes dessus. Ils ont déjà vu le mur plus tôt. C'était dommage, on n'était pas là pour leur prendre la main quand ils ont frappé le mur. Bon. Un peu comme ma génération avec Internet. Hein. Mes parents n'étaient pas là pour me tenir la main quand moi j'ai eu Internet. Et je me suis cassé les dents sur Internet. J'ai vu tout ce que je devais pas voir, j'ai fait tout ce que je devais pas faire, j'ai appris toutes mes leçons, je donne plus mon numéro de carte de crédit n'importe où, etc. Mes parents sont restés dans ce truc-là.
Aujourd'hui, mes parents m'appellent en me disant « Oula, j'ai reçu un mail, on me demande ma carte de crédit. » Je leur dis « Non, attends, faut pas faire ça. Moi, je l'ai fait quand j'avais 17 ans. Tu vas voir, c'est pas... » Et je pense que les réseaux, c'est pareil pour nos enfants, quoi. Ils vont voir qu'on s'est cassé les dents ou eux-mêmes vont se casser les dents très vite dessus et puis ils vont apprendre. C'est juste frustrant quand tu es dans la vague parce que tu as l'impression qu'on va jamais assez vite, quoi, et que c'est sans cesse. Alors le dernier point dont je voulais te parler, c'est que moi j'ai vraiment senti que tu remettais quand même en question la neutralité de ces plateformes. Oui. Parce que c'est vrai qu'on se dit c'est un algorithme, c'est une machine. Sauf que le problème, ça tu l'expliques bien, c'est que sont valorisés les contenus qui suscitent des réactions émotionnelles, immédiates, de la controverse, ça part en débat dans les commentaires pendant des heures, ça se frite, voilà. Et du coup, l'algorithme se rend compte que oh là là, il marche bien ce post, il y a du like, il y a du partage, hop, voilà, on le fait remonter, tout le monde le voit, et c'est des trucs qui sont perturbant, toxique, et c'est ça qu'on va voir affiché en premier. Naturellement, quelque part, ça fait remonter la vase. Et je compare à la sensation ou la presse à scandale, tu vois. Oui. Tu génères plus de ventes si tu crées de la merde, voire des mensonges. Tu génères plus de ventes. Ok. La question de ça, c'est l'éthique derrière. Donc ça existe dans tous les médiums. Hein. En télé, tu peux faire de la télé hyper vulgaire qui balance des fausses informations, etc. J'ai bousillé la vie de gens, etc. Je suis intimement convaincu, pour en plus avoir traîné dans ces milieux-là de tech dans les années 2000, depuis les années 2010, etc., que il n'y a pas vraiment de grand méchant hyper toxique qui a voulu aller vers la toxicité. Je pense que c'est une vue d'ingénieur à qui on a dit nous, on veut maximiser l'engagement. Et comme tu dis, l'ingénieur, lui, il a regardé le truc, il a dit alors, ce qui génère le plus d'engagement, je vais vous le dire, c'est les trucs toxiques. Donc, si c'est ça que vous voulez, générer de l'engagement, on va pousser vers là. Le défaut qu'il y a eu, c'est que c'était que des ingénieurs à l'époque. Et que personne ne s'est posé la question de l'éthique. Et encore une fois, personne ne s'est posé la question de la protection de nos enfants, et la protection des femmes, et la protection des personnes racisées, et la protection... C'était une vue d'ingénieur. Donc les algorithmes aujourd'hui ont été créés avec des vues d'ingénieurs capitalistes qui répondent à un seul ordre. Comment est-ce que je peux générer plus de pognon? Ok. Ils ont fait très bien leur boulot, quoi. Il y a quand même eu un manque à un moment de dire ok, mais... Donc aujourd'hui, il y a le retour des réseaux éthiques, de la question d'éthique, etc. Je ne peux que applaudir le sujet. Je vois zéro exemple, quoi. C'est-à-dire que ça fait bientôt 4 ans qu'est sorti Social Dilemma sur Netflix, qui a explosé, un film, le documentaire qui a explosé, justement où tu as un des gars qui a créé les réseaux sociaux qui maintenant a une start-up machin qui dit non mais alors moi je travaille sur le human technology, des réseaux éthiques et tout. Franchement, je serais hyper curieux qu'on me fasse une démonstration de qu'est-ce que vous avez fait en 4 ans, quoi. Moi, j'ai des équipes avec qui je bosse en tech. Je sais ce qu'on est capable de faire en 1 mois, 2 mois, avec 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Ils en ont des centaines de personnes. Ça fait 4 ans. Il n'y a aucune avancée. Et je pense qu'effectivement, il y avait un bon parallèle qui était de dire aujourd'hui, les sociétés à qui on demande de faire d'être neutre en carbone, ben, c'est des gouvernements qui leur demandent. Ils ne le font pas d'eux-mêmes. Si tu dis aux gens, les gens vont pas recycler d'eux-mêmes. C'est la ville qui leur dit je t'ai mis des poubelles, je te donne des sacs. Il faut que tu recycles. On a besoin d'une autorité comme ça. Les compagnies comme les réseaux sociaux, qui sont cotées en bourse, qui ont des investisseurs, etc., ne vont jamais s'arrêter de chercher plus d'argent. Il faut qu'il y ait des autorités qui leur disent non, alors attendez, faites une pause, vous allez vous occuper de vos utilisateurs, vous allez être éthique. Sinon, ça n'arrivera pas. Et ça, c'est le résultat d'une société purement capitaliste. On n'y peut pas grand-chose, là. Mais c'est pour ça que je pense que les mouvements de l'Europe, etc., c'est hyper intéressant, parce que c'est les seules autorités qui peuvent à un moment arriver et dire stop. Eh ben, écoute, je pense qu'on pourrait parler du sujet pendant une journée. Il y a vraiment... c'est 3 jours. Voilà. Parce que forcément, les implications sont énormes, le sujet est très vaste. Mais bon, voilà,
on a déjà quand même abordé un certain nombre de sujets ensemble et c'était très cool. Je voulais savoir si tu avais envie de dire un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a pu échanger, voilà, une question que je t'aurais pas posée, quelque chose que tu aurais envie de dire par rapport à ton travail sur la BD. Voilà, je te laisse la parole. Écoute, je pense que sur ce livre-là, moi, ce qui est important, c'est de déculpabiliser aussi les parents, parce que j'en croise beaucoup là qui ont l'impression que c'est de leur faute et qui ont l'impression qu'ils font pas leur boulot, etc. Je pense qu'encore une fois, on les a pas aidés. Je pense qu'encore une fois, il y a des multinationales qui leur ont pas donné d'outils et qu'eux n'ont pas fait leur boulot. Et je veux juste les rassurer sur c'est possible. Ça prend quelques heures là pour t'intéresser au sujet, te former, regarder 2-3 vidéos YouTube et tu vas comprendre ce que c'est les réseaux sociaux. Tu fais des trucs bien plus compliqués dans ta vie et tu gères des trucs bien plus compliqués. Mais encore une fois, c'est un investissement si tu le fais. Tu peux aider ton gamin à passer une des étapes les plus compliquées de sa vie de développement personnel. Et toi-même, je pense que tu peux en ressortir avec des bonnes avancées sur peut-être un truc dont tu te rends pas compte, mais qui abîme ton estime de soi et qui suce ton temps à longueur de journée, quoi. Donc j'espère que ça aidera à avoir fait un bouquin comme ça.